Bonjour tout le monde. Merci à l'Esperduette d'accueillir cette rencontre que j'ai proposée il y a quelques semaines parce que je connaissais Clément, qui a donc publié cet essai « Pourquoi l'écologie perd toujours » l'année dernière. Ouais. Clément et moi, on s'est connus à Greenpeace. On n'est plus à Greenpeace. Donc voilà, pendant une bonne heure, je vais interroger Clément sur ses vues concernant l'écologie institutionnelle. Et puis je pense qu'après, on pourra aménager un petit temps pour des questions si vous en avez. Voilà. Vous m'entendez bien? Oui. Jean-Baptiste, ça va? Bon. Clément, merci d'être là. Écologie BCBG, écologie bourgeoise, écologie consensuelle, écologie de marché, du compromis, écologie du spectacle. Toutes ces expressions sont extraites du livre. Et elles désignent une écologie dont tu nous dis qu'elle est impuissante, inefficiente, et donc qu'elle perd toujours. Et si tu veux bien, on va d'abord s'intéresser à la dimension spectaculaire, parce que tu parles souvent d'écologie du spectacle. C'est une expression qui dérive de la théorie du spectacle de Guy Debord, que tu cites dans le livre. Et au début de l'essai, tu fais un petit peu la généalogie de cette dimension-là, en relatant les premières missions de ce qui deviendra Greenpeace. On est donc au début des années 70, et tu nous expliques que ces premières missions vont fonder la grammaire spectacliste, comme dirait Debord, de ce qui deviendra l'environnementalisme moderne. Est-ce que tu peux revenir en quelques mots sur cette toute première expédition à bord du Phyllis Cormac? Ouais, absolument. Merci Romain pour l'accueil et merci à la librairie aussi. Et merci à toutes et tous d'être venus discuter un peu d'écologie du spectacle et d'écologie bourgeoise, qui sont les deux faces d'une même médaille et les deux concepts un peu centraux de mon livre. Tu l'as dit, on s'est rencontrés à Greenpeace. Moi, j'ai été chargé de campagne. Donc le rôle de chargé de campagne, c'est un rôle qui est assez central dans l'organisation. Parce que c'est un rôle d'expertise, c'est un rôle de porte-parole, c'est un rôle de représentation auprès de différents publics, des élites politiques, des élites économiques, des élites médiatiques. C'est un rôle où on est censé définir un peu les tactiques, les stratégies de l'organisation. Moi, je travaille sur la forêt et ensuite sur le climat. Et quand on travaille à Greenpeace à cet endroit, en fait, on a une vue assez panoramique sur l'ensemble du microcosme environnementaliste français, qui est très parisien, qui est assez restreint, qui prend les traits d'un entre-soi assez exclusif en réalité. Et donc ce livre, c'est un mélange d'historiographie et d'analyse critique et sociologique. Et je l'ai écrit, sa genèse, elle se situe après la présidentielle de 2022, où on a encore, où la gauche a perdu à peu de voix près au premier tour. Et c'est là où je me suis rendu compte que, alors que je travaillais dans une organisation massive, avec beaucoup d'argent, 30 millions de recettes quand même par an en moyenne, eh bien on s'arrêtait en réalité toujours avant d'être utile. Toujours avant de se salir les mains, toujours avant que nos positionnements, nos discours prêtent réellement à conséquence. J'avais l'impression de plus en plus de faire partie d'une grande agence marketing, d'une agence publicitaire qui s'arrêtait au périmètre justement du spectacle et des faux-semblants, et que vraiment ma puissance d'agir, en fait, militante notamment, était dégradée en permanence par tout un tas de dynamiques complètement dépolitisantes, en fait. Et qu'on arrivait à un stade où j'avais l'impression de travailler dans un milieu qui désarmait les causes dont il prétendait s'occuper, et des causes qui lui fournissaient ses assises matérielles par ailleurs, l'argent, etc., ses capitaux économiques, symboliques, politiques. Et je me suis demandé un peu d'où ça venait quand même, et je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire un travail d'analyse critique pour comprendre pourquoi on était empêtré dans ces dynamiques qui génèrent une forme d'impuissance organisée. On ne peut pas dire que l'écologie, alors que ça fait quand même un demi-siècle que c'est très installé dans le débat public, soit réellement flamboyante. Juste pour le constat de départ, la mise en contexte, on parle du réchauffement climatique dès 1972, au sommet de la Terre à Stockholm, même si ce n'est pas l'objet central des conclusions qui sont faites, c'est quand même mentionné. La première COP, c'est au milieu des années 90. On est à la COP 29, ça fait quasiment 30 ans de COP, et les émissions n'ont toujours pas commencé à
à se réduire, alors qu'il faudrait qu'elle se réduise drastiquement si on veut respecter l'accord de Paris. Donc là, on va tout droit vers une planète inhabitable, alors que tout le monde est vaguement conscientisé ou sensibilisé par rapport au réchauffement climatique. Donc comment ça se fait? Et donc pour comprendre d'où ça venait, tout ça, j'ai fait un travail de retour historiographique, comme tu disais, et je me suis penché sur les origines de l'organisation dans laquelle je travaillais. Et donc, ce qui m'a amené à redécouvrir cette première expédition de Greenpeace. Et là, j'ai découvert des choses qui étaient quand même assez saisissantes, d'autant plus que cette première expédition fondatrice est vraiment présentée, notamment en interne, comme un mythe fondateur, justement, comme une espèce de légende structurante de l'organisation qui est censée lui avoir donné son axe, et notamment cette radicalité qu'elle revendique autour de la désobéissance civile et ce genre de choses. Et donc, voilà. Et donc Greenpeace, je refais un retour peut-être rapidement là-dessus parce que c'est assez parlant pour répondre à ta question. Ouais. Greenpeace est né au début des années 60. Donc on est en pleine guerre froide entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. La ligne de front passe au Vietnam à ce moment-là. C'est vraiment là que se concentrent les affrontements. Ce qui génère des mobilisations étudiantes pacifistes, notamment en France. Mai 68, ça naît en fait d'une manifestation contre la guerre du Vietnam initialement. Et il y a beaucoup des vraies mobilisations qui s'organisent à ce moment-là à Vancouver, au Canada, qui est gouverné par des forces qu'on appelle libérales, en fait. Ça veut dire progressistes en français, et qui s'oppose à Nixon, qui vient d'être élu pour le Parti conservateur aux États-Unis, et qui entreprend de surenchérir dans la course aux armements nucléaires, qui est un thème dominant au moment de la guerre froide, et qui prévoit notamment des essais à Amchitka, qui se situe en Alaska, au fin fond de la mer de Bering, en Amérique du Nord. Et donc là, des mobilisations ont lieu et un petit groupe de personnes décide que les manifestations ne suffisent pas et qu'il faut trouver des formes d'action plus impactantes. Et donc ils font un petit comité et leur idée, c'est de partir sur un bateau de pêche pour aller s'interposer physiquement sur la zone des essais nucléaires qui sont prévus. Donc ça, c'est l'intention de départ, c'est ce qui est communiqué publiquement à ce moment-là. Et donc déjà la sociologie, je fais une rapide digression là-dessus, mais des profils qui embarquent sont assez intéressants. C'est-à-dire que c'est des journalistes installés dans la presse mainstream, des communicants qui ont fait carrière dans les relations publiques, des chercheurs, c'est que des mâles blancs, donc qui font partie de la bourgeoisie économique et culturelle, qui sont très installés, qui sont des professionnels du discours. Et ils décident de partir sur ce bateau de pêche. Autre élément de contexte pour bien comprendre, c'est le moment où se développent les médias de masse, où on parle de la notion de village global, de noosphère, où on a les écrits justement de Guy Debord sur la société du spectacle à ce moment-là. Et donc ils partent, et eux, leur tactique, c'est de parler justement et de raconter, de faire du storytelling, en fait, de raconter leur expédition au jour le jour aux médias. Et donc il y a une division du travail médiatique qui se met en place, avec chaque membre de l'équipage qui est censé relayer, faire des dépêches à différents médias. Et raconter leurs péripéties. Bon, je reviens plus en détail dessus dans le livre, mais grosso modo, à un moment donné, ils quittent les eaux internationales, ce qui aboutit à leur arraisonnement par la Navy, par une frégate de la Navy américaine. Et là, ce qui se passe, c'est intéressant, c'est-à-dire que tout l'équipage de la Navy prend fait et cause pour le bateau, pour l'équipage du Phyllis Cormac qui va devenir le Greenpeace. Et simplement, le chef leur dit bon, vous êtes bien sympa, mais en fait, vous devez vous acquitter des droits de douane, parce que là, vous êtes passé dans les eaux américaines, donc vous risquez une amende. Voilà, ce qui déjà n'est pas une forme de répression quand même extrêmement élevée. Et l'équipage de la frégate leur dit bon, en vrai, ça ne sert à rien de faire demi-tour pour aller à un poste frontière à terre. Nous, on vous conseille plutôt de continuer. De toute façon, ils ne vont rien nous faire. Ce qui était en fait la théorie de l'action de cette mission. Bon, là, je découvre quand même qu'ils décident de s'exécuter. C'est-à-dire qu'ils vont en fait payer l'amende
au poste frontière, ce qui leur fait faire quand même un gros détour par rapport à l'axe géographique de leur mission. Et là, à cet endroit qui s'appelle Sandpoint, une discussion a lieu assez fondamentale dans l'équipage, dont les termes sont: est-ce qu'il faut continuer la mission coûte que coûte et aller sur la zone qui est encore accessible en fait, ou est-ce que finalement, du fait que cet accrochage avec la Navy américaine a fait parler de nous dans les gros titres et même au niveau international, et fait parler de la campagne, et fait parler du sujet, est-ce qu'en soi, c'est pas une victoire et c'est pas une victoire suffisante? Est-ce que, voilà, il ne serait pas temps finalement de faire demi-tour et de rentrer à la maison? Et là, je découvre quand même, à ma grande surprise, que c'est effectivement cette décision qui va l'emporter. C'est-à-dire que l'équipage va littéralement tourner le dos à sa cible, abandonner sa mission, alors qu'il y a une discussion qui est assez accrochée. Il y a des gens qui disent non, c'est pas parce qu'on fait les gros titres de la presse que ça change quoi que ce soit. À un moment donné, faut aller, on a dit qu'on allait, on y va. Et en fait, non, la décision, ce qui s'impose, c'est de faire demi-tour et d'assumer en fait complètement l'échec, ce qui devient un échec, l'échec de la mission. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, parce que moi je suis plongé dans les écrits autobiographiques des protagonistes de l'époque, notamment la figure tutélaire qui s'appelle Bob Hunter. Il raconte dans son journal que lui, il a un sentiment de cynisme et de dégoût, parce que sur la route de retour, ils font des escales, ils sont accueillis en héros, alors qu'ils sont juste en train de déserter complètement l'affrontement. Mais ça devient quand même des héros, mine de rien. Et donc, quand ils arrivent quand les essais nucléaires ont lieu, le bateau est à bon port à Vancouver, les activistes sont tranquillement chez eux, ont repris leur vie normale. Bob Hunter, il écrit dans son journal qu'il pense à ce moment-là que Greenpeace est mort, sauf qu'ils s'aperçoivent qu'avec les capitaux médiatiques qu'ils ont acquis, viennent les capitaux économiques, des gens qui viennent leur donner beaucoup d'argent parce qu'ils sont célèbres. Et donc c'est le moment où ils se disent qu'en fait, l'échec total de la mission, qu'un échec opérationnel, qu'un échec politique, les essais nucléaires ont lieu, il n'y a pas eu d'abandon du programme nucléaire américain, enfin, rien ne va en fait dans cette campagne qui est présentée comme emblématique, ce qui est quand même assez ironique. Ils décident quand même que c'est l'occasion de fonder un mouvement, une ONG qui s'appellera du coup Greenpeace. Donc en fait, ils tirent le format ONG d'une première mission qui est un désastre, mais ils arrivent à transformer les échecs, et à faire des échecs des vecteurs d'un certain type de victoire qui seront codés comme des victoires médiatiques et en fait économiques. Et c'est là où on voit ce qui compte à ce moment-là. En fait, la médiatisation devient complètement une fin en soi, beaucoup plus qu'un moyen. Et ce qui compte, ça va être de vaguement sensibiliser, faire tourner des images, des discours dans la société sans se préoccuper de l'impact réel, que ce soit au niveau opérationnel, empirique ou politique. Et c'est une dynamique qui s'amplifie en fait dès la seconde campagne internationale. Je prolonge rapidement la réponse là-dessus. C'est que la deuxième campagne internationale, plutôt rester sur les essais nucléaires, qui est une campagne intéressante, c'est quand même une campagne politique, anti-impérialiste, pacifiste, les baleines, qui s'en prend à l'État américain, qui est la pointe avancée du capitalisme à l'époque. Ils vont faire un virage à 180 degrés, c'est-à-dire que le nouveau thème de campagne, ça devient la baleine en fait. Ils vont s'affronter à la chasse à la baleine. Pourquoi? Parce que la baleine, elle a des caractéristiques cognitives vaguement proches du cerveau humain, donc on peut créer de l'empathie, des bons sentiments vis-à-vis de cette espèce-là. Et là, dès le début, l'objectif de la mission, ils le disent très clairement, c'est en fait d'obtenir une image. C'est d'obtenir l'image d'un activiste entre un baleinier et une baleine en fuite. Et donc là, ils transforment vraiment le bateau en studio de cinéma, ils s'entraînent sur des Zodiacs à prendre des images. Les témoignages, il y a des témoignages de l'époque où vraiment ils disent tous « image is everything », c'est vraiment ce qu'ils disent, c'est la bataille de l'image. Et donc, ils arrivent à un moment donné à choper une escadre de baleiniers soviétiques. Là, les choses deviennent assez paradoxales. C'est que, comme les baleiniers voient qu'il y a Greenpeace, qu'il y a le bateau qui est là et tout,
ils arrêtent de pêcher. Donc, du coup, les baleines ont un moment de répit, mais la mission est en péril. Parce que si les soviétiques arrêtent de pêcher, il n'y a pas l'image qui est attendue. Donc, c'est contre-productif pour Greenpeace. Donc, ils patientent, finalement, les baleiniers se remettent à pêcher. Et ils obtiennent cette image d'un activiste avec un harpon qui lui passe au-dessus de la tête, qui passe certes au-dessus de la tête de l'activiste, mais en plein dans les flancs de la baleine. Voilà, c'est un carnage, c'est un bain de sang, hein, évidemment. Mais voilà, eux, ils sont contents, ils ont leur image, ils rentrent, et la notoriété de Greenpeace s'est décuplée à ce moment-là. Et on a cet environnementalisme qui va devenir un environnementalisme du spectacle, mais aussi de la charité environnementale, des bons sentiments sur des animaux et des espèces iconiques. La troisième campagne, ça va être encore plus touchant que les baleines, ça va être sur les bébés phoques. Là, il y a encore d'autres dynamiques de campagne que je vais peut-être pas tout raconter. Mais voilà, et donc ça met en place une écologie que moi j'appelle une écologie du spectacle, qui a deux conséquences. La première, c'est d'avoir un rapport de falsification, en fait, vis-à-vis de la réalité. Parce que ce qui compte, c'est les mises en scène, c'est les images, c'est de mimer une forme d'interventionniste qui n'existe pas en réalité. Et après, on peut en discuter de comment ça se passe à Greenpeace, mais qui perdure très largement aujourd'hui à travers la pratique du happening, du banderolisme et ce genre de choses. Et une déréalisation en fait, de l'engagement militant. C'est-à-dire ce qui se met en place, c'est des activistes qui seront en fait des acteurs et de l'autre côté des spectateurs. Des gens qui regardent ça de loin, qui ne sont pas engagés dans la lutte, qui ne sont pas protagonistes à part entière, mais qui sont invités à donner de l'argent pour avoir l'impression d'agir par procuration. Et c'est ce qui donne le modèle économique derrière des ONG qui sont devenues des grandes entreprises de la bonne cause en réalité, avec beaucoup d'argent, mais un impact strictement nul en fait, sur leur cause. Et donc cette écologie du spectacle, c'est une écologie qui est essentiellement symbolique, qui est une écologie de surface, qui est une écologie de la mise en scène, qui flotte comme ça au-dessus un petit peu de la société, qui n'a pas réellement d'assises sociales, et qui prend diverses formes. Ça prend la forme, je l'ai dit, du happening et des actions qu'on faisait à Greenpeace, qui sont en fait beaucoup plus des opérations de communication. D'ailleurs, à Greenpeace, on appelle ça des photo-op, des photo-opportunités. C'est-à-dire que tout ce qui compte vraiment, c'est l'image. Quand on dessine les actions, vous avez tous en tête, je pense, avec les banderoles jaunes, ce genre de trucs. Dans le processus de décision par rapport à la chorégraphie de l'action, il y a le service créa qui intervient pour faire des simulations et nous dire si vous mettez la banderole là, ça fait telle photo, donc ça fait telle impression, machin, machin. Il y a plein de photographes professionnels qui sont embarqués sur les lieux du crime. Ce qui compte, c'est pas le blocage, c'est l'image, c'est des scènes qui sont très pacifiées en fait, avec très peu de conflictualité avec les forces de l'ordre qui sont là. Voilà, qui savent qu'on est là pour amuser la galerie pendant 2 heures. Et en fait, on repart et tout ça, c'est un peu... Quand même, ça prend vraiment les traits d'une forme de comédie très bien huilée à chaque fois. Et donc, il y a ça. Il y a d'autres formes d'écologie du spectacle. Il y a tout ce qui a été négocié en termes d'engagement volontaire avec les multinationales, ces faux labels, ces fausses certifications, qui sont en fait une manière de blanchir le langage de la marchandise et de professionnaliser le greenwashing. Il y a le fait de servir, alors ça c'est quelque chose dont les Verts sont assez spécialistes en France, qui est d'aller servir de ministre ornemental dans un gouvernement politique adverse à l'écologie. Il y en a eu plein sous Macron par exemple, il y en a aussi plein sous François Hollande. Il n'y avait pas un agenda écologiste. C'est le fait de participer à tout ce folklore complètement vain qui sert à garnir la vitrine du pouvoir, donc les One Planet Summit, les One Ocean Summit, les conseils de défense écologique, les Grenelles de l'environnement, toutes ces choses en fait qui sont de l'événementiel, où les ONG et les écolos servent en fait de partenaires événementiels à un pouvoir qui est en fait un ennemi, qui est censé être un ennemi de l'écologie. Je veux dire, le Grenelle de l'environnement, par exemple, ça a commencé à ce moment-là. 2007, Nicolas Sarkozy. C'est un événement qui a été soufflé par un écologiste à Nicolas Sarkozy.
Et tous les écologistes sont précipités là-dedans en essayant de nous vendre que ça y est, on avait une transition écologiste en France qui allait être lancée par Nicolas Sarkozy, quoi, hein. C'était quand même assez lunaire. Et donc il y avait Yannick Jadot qui était directeur des programmes de Greenpeace France à l'époque, Nicolas Hulot évidemment, Arnaud Gosselin pour la FNF, enfin, il y avait tout ce petit personnel-là qui était là-dedans. Et évidemment, le Grenelle de l'environnement n'a accouché sur à peu près strictement rien de tangible. Mais c'est des choses qu'on fait encore, que les écologistes font encore régulièrement, parce qu'ils sont dans la sensibilisation des patrons, du public, des consommateurs, des gouvernements, quel que soit leur bord, etc. Donc c'est ça, c'est aussi la mise en circulation de concepts absolument creux, comme le développement durable ou la transition écologique, qui n'ont pas d'existence et de pertinence et d'effectivité matérielle et économique. C'est aussi l'attitude, par exemple, pour moi, c'est aussi une. Ça Ça en est aussi une variante. Vous m'entendez plus? Si. C'est aussi une variante de l'attitude qu'ont un certain nombre de personnels dirigeants de l'écologie, par exemple Marine Tondelier récemment, mais on pourra reparler d'elle peut-être un peu plus tard. Mais d'être dans une espèce de connivence avec les journalistes, quels qu'ils soient, alors que sans distinguer le positionnement systémique de certains médias. On sait qu'il y a des médias qui sont strictement des adversaires de la cause écologique, mais les écolos, voilà, ils sont dans la connivence et le dialogue avec ce type de journalistes. Il n'y a pas de conflictualité, en fait. Donc voilà, c'est tout ça et qui relève d'une écologie de la sensibilisation qui, à mon sens, s'oppose à une écologie de la politisation. Et cette écologie de la sensibilisation, elle a rendu en fait la cause morcelable, négociable, profitable et donc institutionnalisable en fait par plein de biais. Et ce qui a entraîné un certain nombre de dynamiques d'embourgeoisement vis-à-vis de ce personnel écologique qui, à un moment donné, s'est retrouvé dans une position sociale et institutionnelle à partir de laquelle il n'avait plus intérêt vraiment à se doter ou à nourrir une forme d'horizon révolutionnaire pour la cause environnementale. Et donc à se satisfaire d'une écologie d'accompagnement ou d'une écologie de marché, ce qui n'a strictement rien changé à l'économie de marché, hein, évidemment. Voilà, c'est ça l'écologie du spectacle, je ne vais pas faire trop long non plus. Non, mais c'est passionnant. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé formidable dans le bouquin, c'est justement cette généalogie que tu fais dans les premiers chapitres, qui montre qu'un pli est pris dès le début de l'histoire. Un pli tenace, puisque tu viens de rappeler que c'était toujours comme ça que s'organisaient les campagnes, avec cette finalité donc, de sensibiliser, de montrer, sans forcément empêcher. Et moi, je voudrais revenir rapidement, si tu veux bien, sur les bébés phoques et les Inuits. Ah, ouais, okay. Parce qu'il y a un aspect, à ce moment-là, qui est un peu différent peut-être des essais nucléaires, c'est que là, les activistes s'en prennent à des travailleurs. Ouais. Alors, il y a évidemment que l'objet de la campagne est, tu l'as dit, une espèce émouvante s'il en est, comme tu dis dans le livre, les bébés phoques. Mais en face, cette fois, c'est des travailleurs. Et la misère sociale dans laquelle se trouvent ces Inuits est totalement ignorée par les activistes, qui donc, eux, vont promouvoir, ou en tout cas essayer de mettre en avant la barbarie de leurs actions, au mépris, finalement, quelque part, des circonstances sociales inhérentes à leur cadre de vie, très différent des leurs, de ceux des activistes. Et moi, ça m'a un peu rappelé des cannibales, tu sais, de Montaigne, l'essai, où Montaigne nous dit que ces cannibales, donc qui passent pour des barbares parce que cannibales, quand ils étaient venus à Rouen, c'était eux étonnés de ce que les pauvres ne s'en prenaient pas aux riches. C'est-à-dire que les cannibales à Rouen s'étaient étonnés des inégalités sociales, alors que nous étonnions de ce qu'ils se bouffaient entre eux et qu'ils étaient cannibales et ce que nous qualifions de barbares. Et les Inuits, ça m'a un peu fait penser à ça, notamment quand Brigitte Bardot débarque et parle d'assassins, t'en parles dans le livre, et donc, en fait, exprime quelque chose comme une leçon de morale, quasiment, à l'endroit de personnes dont la condition sociale et la misère sociale est totalement absentée de la cause. Ouais. Et ça participe à ce que tu mets en avant aussi dans le livre, qui est une dépolitisation totale de l'écologie et de la lutte environnementale.
Ouais, tu veux que je revienne sur cette campagne du coup? Non, sur cet aspect, notamment sur le fait qu'on est un peu, finalement, les réalités sociales. Tu vois, Alain Donot, par exemple, il dit que économie et écologie sont synonymes, en fait, et qu'on n'aurait jamais dû, on ne devrait pas avoir besoin du terme écologie. Et Denot, il dit ça parce que l'économie, avant que le terme écologie n'advienne, l'économie recouvrait les activités humaines et le cadre naturel dans lequel elles s'inscrivaient. Et que maintenant, il y a une distinction entre les deux qui fait que l'écologie plane. Effectivement, ouais, tu as dit plein de choses intéressantes. La troisième campagne, en fait, elle montre vraiment une divergence entre le mouvement environnemental qui essaye de se constituer et le mouvement ouvrier et le rapport à la question sociale, puisque là, on va avoir les activistes qui vont débarquer dans une communauté inuite avec force caméra, hélicoptère, 4x4, etc. Dans l'optique, c'est une idée de Paul Watson à l'époque, de peindre la peau des bébés phoques en orange pour éviter leur commercialisation. Alors les bébés phoques, oui, touchant, parce que moi je m'en souviens quand j'étais petit, j'avais même écrit à Jacques Chirac pour lui dire de faire cesser ce sanguinolent spectacle. Donc ils débarquent, ils sont pas accueillis avec des colliers de fleurs du coup, parce que c'est quand même des seules ressources qu'ont les Inuits pour organiser des échanges extérieurs et ramener de l'argent à la communauté. Bon, finalement, le deal qui est trouvé, c'est qu'ils abandonnent les bandes de peinture, mais quand même contre le droit d'accéder à la banquise pour tourner des images sensationnelles, sanguinolentes, etc. Donc ils y vont et ils ramènent 500 journalistes, enfin un nombre pléthorique de journalistes, avec Brigitte Bardot qui débarque en disant « Canadien assassin », effectivement. Et là, c'est le moment où, évidemment, l'écologie se sépare complètement de la question sociale et de la question productive. Et c'est dans la foulée de ces campagnes-là qu'on va voir les partis écologistes naître en Europe, en France, en Allemagne, au UK dans les années 80. Donc voilà, et en fait l'écologie du coup qui se dessine à ce moment-là et qui est encore codée comme ça largement à mon sens, c'est une écologie qui est d'abord plutôt sectorielle que systémique. On aurait pu faire un choix différent parce qu'en 72 c'est aussi le moment du rapport Meadows qui sur les limites naturelles à la croissance. Donc on pourrait dire, les écologistes auraient pu dire non, il y a un problème avec le mode de production capitaliste. Et là, il faut aller organiser la décroissance et voir les implications que ça peut avoir, notamment sociales. Donc, ce n'est pas ce qui se passe. Une écologie sectorielle, éloignée de la question sociale, qui va s'institutionnaliser et se poser en surplomb complètement des clivages politiques, qui sont la traduction normalement politique de la lutte des classes, donc de la question sociale. Et il y a une anecdote qui est assez marrante, qui raconte un des protagonistes de l'époque, c'est qu'à un moment donné, il débarque en France, je ne sais plus pourquoi, il se fait arrêter par la police, et on lui dit « mais vous êtes un rouge et tout », et il dit « non, moi je suis un vert ». Et c'est une des premières occurrences du terme vert dans l'espace public, où on voit bien qu'ils essayent en fait de se distinguer des luttes ouvrières, et en prétendant avoir une respectabilité supérieure, mais qui s'effectue au prix d'une forme de dépolitisation assez marquée. Et donc va naître de tout ça nécessairement une écologie bourgeoise, ce que moi j'appelle une écologie bourgeoise, c'est-à-dire faite par des bourgeois, pour des bourgeois et de manière bourgeoise. Et son répertoire, sa grammaire de revendications dominantes, elle a grosso modo 4 piliers. Hein. Le premier pilier, c'est le principe pollueur-payeur. L'implicite de ça, c'est que si vous avez de la thune, vous avez le droit de polluer. Si vous n'avez pas de thune, vous n'avez pas le droit de polluer. Et donc c'est ce qui a donné lieu, par exemple, à la taxe carbone. La taxe carbone qui a donné lieu aux Gilets jaunes, qui ont problématisé de manière très intéressante la question du partage de l'effort et la question sociale au sein de l'écologie. La taxe carbone, c'est une taxe régressive qui pèse beaucoup plus lourd sur les ménages populaires que sur les ménages les plus riches. En fait, toute la fiscalité carbone qui est pensée par les bourgeois n'atteint jamais le portefeuille des bourgeois. C'est vraiment strictement marginal. On a résulté l'écologie des crédits carbone. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez acheter des crédits carbone pour vous donner bonne conscience avec des formes de compensation qui sont complètement illusoires. C'est le marché carbone européen où en fait la Commission européenne met des quotas carbone
aux enchères pour les multinationales qui ont des sites industriels émetteurs. Sauf qu'en réalité, ces quotas carbone, je crois qu'il y avait un calcul, c'était en 2022, 94% des émissions industrielles étaient couvertes par des quotas carbone gratuits. Donc la Commission a mis des quotas carbone en fait gratuits, et après les entreprises s'échangent entre eux, et elles font de l'oseille avec ça. Elles font du bénéfice, elles spéculent, elles tirent de la plus-value marchande, etc. Donc ça ne sert strictement à rien. Donc il y a le principe pollueur-payeur qui d'ailleurs était défendu par les industriels au début du XXe siècle. Et les écolos ont repris le truc sans se poser de questions. Je rappelle qu'au Grenelle de l'environnement, ce que défendaient Nicolas Hulot, Yannick Jadot, etc., c'était la taxe carbone. C'était exactement ça. C'était là-dessus qu'ils allaient juger de l'échec ou pas du Grenelle de l'environnement. Et elle n'a pas été mise en place à ce moment-là, elle a été mise en place plutôt par François Hollande. Donc un gouvernement qui, sous un mandat auquel les Verts ont activement participé. Pollueur-payeur, c'est le registre, j'en ai déjà parlé, des engagements volontaires et des certifications, etc., où en fait on a une négociation entre élite de l'écologie et élite économique. Et le problème de ces engagements volontaires, c'est d'une part qu'ils sont complètement vains, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de force régalienne qui peut contrôler ces engagements volontaires, puisque de toute façon ils n'ont pas de portée législative. Ça a donné l'illusion qu'on pouvait se passer de l'État et de la puissance publique dans la régulation économique de la crise climatique. Ça a permis de dissoudre complètement l'enjeu environnemental dans le pur jeu du marché et du libre-échange. Ça a donné une prééminence morale quasiment aux multinationales. C'est-à-dire qu'on est quand même dans les années 80 de dérégulation majeure où les multinationales contestent les prérogatives normatives de l'État. En fait, grâce aux engagements volontaires, aux campagnes des environnementalistes, moi j'en ai fait encore à Greenpeace, ces campagnes de corporate campaigning, elles s'érigent le droit en fait elles-mêmes d'être productrices de normes, et donc ça devient des vecteurs. Elles s'humanisent soi-disant avec le RSE, elles fixent les normes environnementales, etc. Ça a donné lieu en fait à tout un nouveau marché premium réservé aux riches, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont développé des segments de consommation plus moraux, plus écolos, mais plus chers aussi, qui correspondaient aux états d'âme des classes supérieures. Ça a professionnalisé tout le capitalisme vert, tout le marché de l'audit, le marché du conseil, où on a des cabinets qui sont censés faire le go-between entre des ONG et des multinationales. C'est là où s'est recasé par exemple Bruno Rebel, qui était un ancien dirigeant de Greenpeace, avec son entreprise Transition, où grosso modo, il était payé par les multinationales du papier, par exemple, en Asie du Sud-Est, qui détruisent une forêt boréale, pas boréale, mais tropicale primaire, pour leur expliquer comment naviguer par rapport à l'adversité des ONG. Enfin, voilà, tout ça, c'est un vaste conflit d'intérêts, en réalité. C'est aussi l'écologie du technosolutionnisme, où en fait on prend la question par le pur biais sectoriel et technologique, notamment sur les énergies renouvelables, par exemple, sans se poser la question ni des rapports sociaux de production qu'il y a derrière, ni l'accessibilité des formes de consommation technologiquement écologiques pour les classes populaires, les voitures électriques. Aujourd'hui, les voitures électriques, en fait, c'est un segment de marché, comme je disais, qui est un segment de marché premium, qui ne coûte pas forcément plus cher à produire, mais qui sont plus chers à la vente. Pourquoi ? Parce que c'est une clientèle bourgeoise qui est intéressée par ce type de produit. Et c'est l'éco-citoyenneté morale qu'on a eue avec les colibris, par exemple, qu'on a encore d'une certaine manière avec Cyril Dion. C'est l'écologie des éco-gestes qui va individualiser complètement le problème environnemental, qui veut parler d'empreinte carbone individuelle, ce qui était une notion qui a été d'ailleurs développée par les industriels du pétrole dans les années 2004, pour invisibiliter les structures économiques et sociales responsables du réchauffement climatique, et notamment le poids du secteur fossile. Donc eux, ils avaient intérêt à en faire un problème strictement individuel et à réduire le protagonisme citoyen, disons, à la consommation individuelle. Je ne reviens pas forcément sur les éco-gestes, mais maintenant, il y a des études en sciences comportementales, en sciences cognitives, qui montrent que les éco-gestes, ça colonise tellement la charge mentale des gens
que derrière, ça dépolitise en fait complètement le sujet et on est vampirisé par ça au lieu de s'engager dans la lutte collective et concrète. Tu écris, c'est la figure du consommateur qui se trouve placé en position arbitrale. Cette approche individualiste conforte la déresponsabilisation complète des décideurs politiques. Ça, c'est le problème de toute la rhétorique des petits pas et des éco-gestes. Ouais, c'est aussi ce qui est mis en scène derrière le corporate campaigning dont je parlais. C'est-à-dire que là, on compte sur les choix du consommateur qui pourrait changer de marque de chocolat parce qu'il y aurait de l'huile de palme dedans. Et donc, on compte exclusivement sur la figure du consommateur, beaucoup moins sur la figure du citoyen, du militant. Et surtout, on n'adresse pas la question de la production, réellement. Et donc, tout ce que tu viens, tu as brossé un tableau assez large des activités des ONG, de l'écologie institutionnelle au sens large. Et tu dis dans le livre qu'il y a un impensé central, donc un tabou, et qui finalement n'est jamais remis en question par tout ce que tu viens de lister, et c'est le capitalisme. Absolument, ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que moi j'ai entendu beaucoup de fois la direction de Greenpeace m'expliquer que l'économie de marché était indépassable, que de toute façon le néolibéralisme était là et qu'il fallait faire avec, et du coup qu'il fallait plutôt essayer de naviguer là-dedans au lieu d'organiser une action pas révolutionnaire pour un changement de régime politique et de l'ordre social correspondant. Et en fait, c'est un milieu où la question du capitalisme, c'est-à-dire du mode de production, c'est-à-dire de notre rapport social à la biosphère et aux écosystèmes, n'est strictement jamais posé ni jamais problématisé. Et donc, en résulte une écologie qui a des cibles, qui n'a pas les stratégies, ni les tactiques, ni les cibles permanentes. Et surtout qui n'a pas de doctrine. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a frappé dans le milieu environnemental, c'est l'absence complètement de pensée critique, de présence des savoirs, des sciences sociales, des savoirs sociaux, des savoirs philosophiques, et la déconnexion complètement du coup entre le monde universitaire, où on discute, il y a un foisonnement théorique sur l'écologie, il y a l'écosocialisme, il y a le municipalisme libertaire, il y a les discussions sur la planification écologique, il y a le communisme d'abondance, par exemple, qui est discuté. Il y a un auteur japonais, Kohei Saito, qui réhabilite une lecture marxiste de la crise environnementale qui est totalement pertinente. Et tout ça n'a pas le droit de citer. Et on le voit, il y a un exemple récent qui est assez frappant. C'est Marine Tondeli, en décembre, elle est invitée sur un plateau de l'UMA, où elle a le temps pour développer, qu'un plateau bienveillant, où elle a le temps de développer des thèses de fond et de lignes politiques. Et en fait, elle refuse complètement d'entrer dans cette discussion. C'est-à-dire qu'on lui dit, du coup, est-ce qu'il faut sortir du capitalisme pour avoir une action écologique concrète? Elle dit, si vous voulez, mais il faudra me dire ce qu'on met à la place. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pensé, au truc quand même. Donc, le mode de production dominant dans nos sociétés, pour elle, c'est pas quelque chose qui suscite la réflexion. Alors c'est quand même la chef du projet environnemental en France. Après, on lui dit, est-ce qu'il faut une mutation anthropologique, ce qui est quand même au cœur de toutes les pensées environnementales. Elle dit, mais je trouve la question déconnectée. Pour elle, c'est déconnecté. Après, elle dit, mais de toute façon, le débat intellectuel, c'est les postures. Nous, on a besoin de solutions. C'est-à-dire qu'elle, quand même, elle propose d'agir sans réfléchir. C'est quand même ça son credo. Après, on lui demande, clarifiez votre ligne politique. Elle dit que c'est du branlage de nouilles. Elle dit, je cite, c'est pas une expression de moi, elle l'a dit plusieurs fois. Et elle, du coup, quand on lui demande de qualifier quelle écologie elle défend, elle dit, moi, je défends l'écologie sans adjectif. L'écologie, c'est l'écologie. L'écologie libérale et l'écologie décroissante en même temps. Elle fait du en même temps. C'est assez similaire à ce que proposait Emmanuel Macron. Et surtout, c'est une posture tautologique qui fait de l'écologie un signifiant vide, en réalité, qui est rabattu au rang de slogan. Donc l'écologie, ça peut être aussi bien des crédits carbone prisés par les milliardaires que des formes de collectivisme. On ne sait pas trop, quoi.
Et donc c'est une écologie qui, de fait, est soluble complètement dans l'extension du capitalisme et qui dépossède très largement les classes populaires, alors qu'il y a une contradiction. En fait, il y a une multitude de contradictions écologiques du capitalisme qui sont strictement insurmontables, qu'on ne peut pas gérer dans le cadre du capitalisme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les initiatives environnementales, moi j'ai été payé vraiment pendant 8 ans à Greenpeace pour le constater tous les jours. C'est-à-dire que tout ce qui est mis sur la table en termes de réformes, même des petites réformes, tout ça est toujours, à un moment ou à un autre, balayé parce que ça porte atteinte à la circulation du capital et au régime d'accumulation de la plus-value capitaliste. Et donc c'est insurmontable, et c'est assez simple à comprendre pourquoi. Je veux dire, la propriété privée des moyens de production, pour se mettre en mouvement, elle nécessite des investisseurs privés, donc des perspectives de profit. Le profit s'obtient par l'intermédiaire de la marchandise. Dans la marchandise, il y a 3 composantes principales. Il y a du travail, il y a des savoirs techniques, théoriques, et il y a des matières premières. Et les matières premières, c'est des fragments de la biosphère et de l'écosystème qui sont aliénés dans le processus de production. Et donc l'investisseur privé, lui, il a intérêt à multiplier, à démultiplier en permanence la circulation et l'accumulation des marchandises, et donc mécaniquement à amplifier en permanence l'exploitation de l'environnement. Je veux dire, c'est l'essence même de la règle économique du capitalisme. La loi du profit, en fait, s'oppose très strictement au respect des limites et des constantes vitales de la biosphère. Et après, il y a un certain nombre de contradictions secondaires, sociales, politiques, de toutes sortes. Le fait qu'on divise la société avec des antagonismes sociaux qui sont insurmontables entre les propriétaires des moyens de production et les autres. Si on était dans une société communiste, ce serait assez simple de régler le problème. On a à peu près tous le même niveau de vie, on participe tous à part égale à la production. On a besoin de décroître notre empreinte matérielle, on ne va pas en faire un drame. Là, le problème, c'est qu'on a des intérêts, des antagonismes extrêmement marquants et qui vont en s'amplifiant avec l'extension du capitalisme. Il y a le fait que sous un régime capitaliste, en fait, on organise la tyrannie dans l'ordre économique. Les salariés n'ont aucun pouvoir de décision sur le contenu de la production, sur ce qui est produit, sur les quantités qui sont produites. De toute façon, les quantités sont régies par le jeu de la concurrence. De toute façon, les entreprises ne peuvent pas décroître en réalité dans le système capitaliste, sinon elles sont condamnées à disparaître. Donc, ce n'est pas leur raison d'être. Et donc, les salariés, il y a une dissonance que tout le monde ressent entre ce qu'on fait quand on travaille pour reproduire nos conditions d'existence et nos moyens de subsistance et l'intérêt général déterminé par l'enjeu écologique. Il y a aussi des contradictions politiques majeures. La première étant qu'on oublie souvent que le capital, donc l'accumulation d'argent, la concentration de l'argent, le mouvement de concentration de l'argent, c'est pas juste de l'argent, justement. C'est du pouvoir social, c'est du pouvoir culturel, c'est du pouvoir politique. Et moi, je l'ai vu à Greenpeace tous les jours. C'est-à-dire que le capital, ça permet de peser très très fortement sur des élections en finançant des campagnes électorales. Ça permet de payer du lobbying à foison qui permet d'avoir la haute main sur les décisions législatives et exécutives. Ça permet de vampiriser l'espace public avec des médias, des maisons d'édition, des diffuseurs, des distributeurs. C'est exactement ce que fait Bolloré aujourd'hui. Et donc ça privatise en fait le fonctionnement démocratique au profit d'une minorité sociale qui n'a pas intérêt à la transformation écologique de la société parce que ça remettrait en cause un certain nombre de privilèges et des hiérarchies qui leur profitent fondamentalement. Et quand on regarde le mode de vie des milliardaires ou même juste des classes supérieures de la société n'est pas universalisable dans les limites de la biosphère. Donc, en fait, il y a un conflit de classe pour l'habitabilité de la planète qui est majeur et qui est surdéterminant. Donc voilà, mais si on ne pose pas et si on ne réfléchit pas à toutes ces contradictions écologiques du capitalisme, évidemment, il ne se passe rien. On fait de la com, grosso modo, on fait de la com, on se place de temps en temps dans le sein du pouvoir institutionnel et on sert de caution bien pratique pour les pouvoirs en place. Alors moi, comme je voulais vraiment qu'on insiste là-dessus, pour avoir constaté que c'était quand même un thème très peu abordé à Greenpeace. Moi, pendant 5 ans, j'ai quand même assez peu entendu parler de capitalisme et notamment d'anticapitalisme.
C'était une catégorie censurée. Hein. Ben tu parles même de tabou dans le bouquin. C'est un tabou, ouais. Et tu nous dis, en définitive, le problème de fond des écologistes réside dans leur incapacité à être anticapitalistes. Bah oui, c'est ce que je viens de démontrer. C'est-à-dire que c'est une catégorie qu'on ne peut même pas utiliser en interne. Donc on ne peut même pas s'appuyer sur une catégorie descriptive qui est centrale, qui est acceptée à peu près dans l'ensemble du champ universitaire, hein, pas ailleurs. Que ce soit le champ universitaire plutôt de droite ou plutôt de gauche. Dans le capitalisme, ce n'est pas un débat, c'est un fait objectif. Et ben, on ne peut pas l'utiliser en fait, dans le milieu environnemental, et notamment parce que dans la sphère de la communication, ça risquerait de d'effaroucher les publics privilégiés des ONG, qui sont les classes supérieures métropolitaines, essentiellement. Et donc on ne l'utilise pas. Et donc c'est un impensé théorique qui mène derrière à des impensés fondamentaux en termes de praxis, hein, en termes de pratiques stratégiques sur le plan social et politique. Donc juste pour être sûr, on ne peut pas amender le capitalisme, on ne peut pas le verdir. Où est-ce qu'on peut ? Bah non, il y a une contradiction primaire que je viens d'exposer. En fait, on voit que le capitalisme vert, il existe depuis longtemps. Il n'a strictement eu aucun résultat significatif et positif. Et par ailleurs, il réserve la transition écologique aux riches, hein, tout simplement, quoi. Donc il y a quand même deux problèmes majeurs avec cette idée qu'on pourrait dissoudre l'action environnementale dans le système capitaliste. Et c'est pour ça que ça ne marche pas, en fait. Il y a plein de bonnes volontés, plein de bonnes énergies, etc. Mais tant qu'on ne sera pas sorti de la domination du capitalisme, il ne se passera rien. Ce n'est pas compatible avec l'écologie. Alors après, on peut décider qu'on préfère une société capitaliste, c'est un débat, hein, mais on ne peut pas faire les deux. Donc à un moment donné, il faut choisir entre l'un et l'autre. Faire reculer la classe capitaliste partout constitue donc la seule tâche écologiste qui vaille. Remplacer la transition écologique par la fin du capitalisme, son unique programme, il est temps de l'assumer pour gagner. Voilà. C'est une belle phrase. Juste, j'ai un petit souvenir, Clément, parce que je voulais particulariser un petit peu cet entretien. Moi, je me rappelle d'une fois au bureau, c'était la veille de la COP27. C'était en Égypte. Ouais. Et je te croise, et puis tu me dis que tu vas à la COP27. Ouais. Et moi, un peu con, je me dis, bah, c'est enthousiasmant comme... Et je vois que tu n'es pas du tout enthousiaste. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec les COP ? Qu'est-ce qui ne va pas avec les COP, les 10 ans de la COP 21, là. Qu'est-ce qui ne va pas avec les COP ? Bah, elles ne marchent pas. Hein. Mais qu'est-ce qui s'y passe, puisque tu y es allé ? En fait, elles ne marchent pas. En fait, c'est devenu essentiellement des grandes foires commerciales, les COP. Il y a une surprésence des milieux d'affaires et des milieux économiques qui, en fait, définissent les discussions et les entraves en grande partie. Il y a plus de lobbyistes aujourd'hui dans les COP que de représentants diplomatiques des pays vulnérables, hein, par exemple. Donc, c'est des milieux qui sont complètement vampirisés. Ces milieux onusiens et multilatéraux, en fait, ils obéissent au principe de la pluralité d'acteurs. Mais en fait, là-dedans, ils mettent les ONG, ok, mais aussi les entreprises qui sont censées faire partie de la société civile. Donc, ils défendent leurs intérêts économiques. Leurs intérêts économiques, c'est d'accumuler de la marchandise de toute façon en permanence. L'accord de Paris lui-même est un très mauvais accord quand on regarde son architecture interne et sa substance juridique. En fait, c'est-à-dire que l'accord de Paris, il est passé pour une bonne raison, c'est qu'il prévoit strictement aucun régime de sanctions et donc de contraintes aux acteurs qui l'ont signé. C'est vraiment de la soft law qui était censé avoir un effet performatif. En fait, c'est ce que racontait Laurence Tubiana, qui se présente comme la grande instigatrice de l'accord de Paris en COP21. Elle disait, ouais, bon, c'est pas ouf, mais en vrai, c'est une grande victoire parce qu'il faut compter sur l'effet performatif de l'accord de Paris. C'est-à-dire que c'est en fait sa capacité symbolique à éventuellement créer des effets d'entraînement, des différents. Laurent Fabius était quand même très ému à la fin, donc ça avait l'air d'être un truc, ça avait l'air assez énorme comme victoire. Oui, peut-être que son émotion a ému les grands patrons qui se sont dit, ah, c'est vrai qu'on va peut-être faire comme dit l'accord de Paris, on ne sait pas. Donc non, ça a eu aucun effet. Et puis même les environnementalistes qui traînent là-dedans, en fait, ils réseautent, quoi. Ils enrichissent leur carnet d'adresses, ils font du plaidoyer, c'est-à-dire qu'ils dialoguent avec leurs adversaires en estimant avoir un quelconque intérêt commun, qui sont en fait exclusivement des intérêts mondains.
C'est vraiment le lieu des sociabilités mondaines par excellence. La société civile est totalement muselée parce que dès que vous faites un pas de travers dans ces espaces-là, dans la zone bleue, là, vous êtes banni à vie. Donc en fait, vous pouvez rien faire, à part vous promener gentiment, éventuellement avec une carte pancarte une fois toutes les 2 semaines. Et donc voilà, c'est un milieu qui est un milieu d'expat, un peu bourgeois, qui va d'événement en événement, en avion, surtout la gouvernance climatique mondiale, dans lequel il ne se produit strictement aucun rapport de force, et de toute façon desquels les forces populaires et les classes populaires sont strictement exclues. Donc voilà, la COP aujourd'hui, ça sert de caution démocratique et environnementale à des États pétroliers, à des dictatures. Enfin, on l'a vu c'était déjà le cas en Égypte, après c'était en Arabie Saoudite. La prochaine, c'est où? C'est en Azerbaïdjan, ou un truc comme ça, je crois. Il y a eu Dubaï, il n'y a pas longtemps. Dubaï, ouais. Et donc voilà, non, c'est pas un modèle. Moi, je considère qu'il faut des espaces multilatéraux, sans doute, mais il faut réformer complètement le fonctionnement des COP et bannir les intérêts économiques déjà de ces espaces. Là, on aura peut-être une discussion un peu plus sérieuse, mais je pense qu'en attendant, les ONG devraient arrêter de cautionner ce cirque-là, hein, très clairement. Tu nous dis, en près de 8 ans à Greenpeace France, rien n'a vraiment été gagné, mais j'ai appris à perdre sans combattre. Oui, voilà, parce que... C'est pas très gai. Non, c'est pas très gai. Non, mais c'est vrai qu'il y a un phénomène, en fait, il faut comprendre les logiques de l'institutionnalisation pour comprendre cette conclusion, c'est que il y a plusieurs dimensions à l'institutionnalisation de l'écologie qui a été promue notamment par les ONG. Il y a d'abord un phénomène de verticalisation des structures, c'est-à-dire que les ONG se sont professionnalisées, puis technocratisées. Donc elles sont passées de vagues collectifs militants à des entreprises comme les autres, avec une circulation verticale et féodale du pouvoir, avec une classe dirigeante, avec un management intermédiaire qui est apparu petit à petit, et une caste en fait, de l'encadrement dont vraiment le seul objectif, c'est de couper les ailes des salariés et des gens qui font campagne pour bien rester dans le registre de la modération, de la pondération, de l'euphémisation, pas en faire trop, pas prendre de risques. Il y a une aversion au risque qui est majeure, parce que maintenant c'est une grande structure matérielle. Greenpeace France, c'est 150 salariés, donc c'est 150 salaires, c'est des gros salaires aussi à assumer, donc il faut... voilà. Et prendre des risques, c'est trop risqué aujourd'hui pour les ONG. Donc, c'est des systèmes qui sont très disciplinaires. On vous apprend quand même à abandonner petit à petit vos convictions, à ne pas réfléchir à ce qui sort du domaine environnemental, etc., etc. De fait, à ne pas parler de capitalisme et ce genre de choses. C'est des structures, par ailleurs, où il n'y a pas de culture syndicale, parce qu'on vous dit on est une grande famille, on est du côté du bien, il n'y a pas vraiment de patron, donc c'est vraiment la figure du patron de gauche qui dissimule sa fonction employeur et ses privilèges, ce qui crée des systèmes de domination en fait, qui sont beaucoup plus féroces que dans les entreprises privées. Jean-François Juliard, mon directeur, il avait dit une fois devant tout le monde, au moment où un syndicat commence à se créer suite à mon départ, il avait dit, mais de toute façon, la lutte des classes n'existe pas à Greenpeace, il faut qu'on arrête de parler de ça. Mais le gars, il est directeur, juste il a un pouvoir de vie ou de mort sur n'importe quel salarié. Il peut le virer du jour au lendemain sur un mot de travers. Dire que la lutte des classes n'existe pas, c'est faux. Lui, il a qu'à aller. À Greenpeace, il y a des gens qui vont mendier dans la rue toute la journée pour assurer des gros salaires auprès des gens. Et c'est des médias qui sont extrêmement durs, extrêmement précaires. Enfin voilà, la lutte des classes n'existe pas si la lutte des classes ça existe. Mais bon, du coup, il y a un système disciplinaire qui vise à couper les ailes des militants auxquels je me suis affronté quand même à de nombreuses reprises, et notamment lors de l'élection présidentielle en 2022, qui était vraiment un moment dingue. Un moment dingue, où on n'a rien fait, alors que vraiment foutre un bulletin dans une urne, pour le coup, il n'y a pas vraiment plus pacifiste, en fait, pour essayer de peser un petit peu sur la situation politique, mais même ça, c'était trop engagé pour Greenpeace, quoi. Donc il y a ça, il y a une deuxième dimension, c'est aussi le style de personnel qui est recruté dans ces ONG. Plutôt que des militants ou des savoirs sociologiques, on a des profils très technocratiques
qui sont recrutés par rapport aux capitaux mondains qu'ils possèdent d'ores et déjà et leur capacité à s'intégrer dans des réseaux élitaires, en fait. Si on regarde le dernier recrutement significatif à Greenpeace France, c'est le responsable de la campagne énergie, qui est quand même assez central à Greenpeace. C'est un gars qui vient du SIG, donc du service d'information du gouvernement, et qui a fait l'essentiel de sa carrière à Publicis. Donc déjà, c'est un style de profil, quoi. Hein. C'est un style de profil qui, en l'occurrence, est très dépolitisé. Pardon de te couper, Clément. J'ai une question un peu délicate que j'hésitais à te poser. Dis-moi. Parce que moi, j'ai encore des amis là-bas. Ouais. Euh, Comment les sauver? Non. Du coup, est-ce qu'il faut donner aux ONG ou pas? Qu'est-ce qu'on dit aux adhérents que tout ce discours peut légitimement amener à se poser des questions? Ah non, il faut arrêter de... Non. Il faut arrêter de donner de l'argent aux ONG. Ça, c'est ma conclusion assez claire après 8 ans à Greenpeace. C'est de l'argent dilapidé et qui, à mon sens, je pense que ce secteur de l'écologie bourgeoise est contre-productif aujourd'hui. Donc il faut, si vous avez de l'argent à donner, soit vous donnez à des causes qui ont un impact matériel réel, par exemple les gens qui sauvent des migrants en mer sur des vraies personnes, des vrais bateaux qui font des vrais trucs, soit vous les donnez à des collectifs écolos, mais qui sont essentiellement bénévoles, qui ont besoin de l'argent pour des actions, parce qu'il y a des frais matériels dans les actions qui sont engagées, par exemple au soulèvement de la terre, ou des juristes à payer pour défendre les activistes qui subissent la répression antiterroriste. Mais donner de l'argent pour payer les gros salaires de dirigeants qui foutent rien, hein, en réalité, ça m'apparaît pas très pertinent, non. Excuse-moi, tu veux si je sais pas dans le jeu ou pas? Oui, moi personnellement plutôt, ouais. Ouais, plutôt. Je trouve que c'est pas, je considère pas que Paul Watson ce soit un camarade. Je vais te poser une dernière question avant que l'auditoire puisse le faire à son tour. Pour terminer sur une note d'espoir, en ce qui me concerne en tout cas, qu'est-ce qu'il en est des mouvements militants émergents? Je pense notamment au soulèvement de la Terre, à Extinction Rébellion, à Dernière Rénovation, pour ne citer qu'eux. Est-ce que là, il se passe autre chose? Alors, Dernière Rénovation n'existe plus, donc là, il ne se merde. passe plus grand-chose. Extinction Rébellion a pas mal évolué. Au début, ils étaient quand même très marqués par les codes. C'était assez ambivalent, Extinction Rébellion. Je pense qu'ils ont eu à un moment donné, ils ont créé un électrochoc qui était assez salutaire. D'ailleurs, leur première action, c'est quand même intéressant, c'était d'aller occuper le siège de Greenpeace UK en Angleterre, qui était considéré comme la Mecque de l'écologie libérale. Et donc, ils sont allés occuper le truc. Après, ils ont vachement quand même repris les codes du happening et ils sont restés assez inoffensifs, je pense, pendant un certain temps. Là, ils sont plus politisés, ils donnent le coup de main sur les luttes locales contre les grands projets inutiles, qui me semble une modalité d'action par le bas beaucoup plus efficace que ce qui se passe dans le 11e arrondissement de Paris, et donc qui est promu par exemple par les soulèvements de la Terre. Et je pense que les soulèvements de la Terre, ils mettent en place une grammaire qui est beaucoup plus utile et intéressante et en capacité de créer du rapport de force avec le bloc bourgeois que ce que font les ONG. Moi, j'ai lu un papier dans Le Monde il n'y a pas longtemps qui m'a fait dire que c'était un secteur qui était irrécupérable. C'est que ils sont ces ONG là installées, qui sont membres du CNTE, ce genre de trucs. Enfin, elles ont décroché un rendez-vous avec François Bayrou. Donc, voilà. François Bayrou, on rappelle que c'est quand même un Premier ministre illégitime. Hein. On est quand même dans une phase de l'histoire de France où le président de la République ne respecte plus les élections. François Bayrou, elles y vont. François Bayrou, le papier du Monde dit n'avait rien à leur dire. Mais les ONG se sont félicitées de cette amorce de dialogue avec François Bayrou. On est quand même là, après 7 ans de macronisme, on en est encore à ce niveau-là. Et là, je me suis dit, c'est un secteur à liquider. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Mais les soulèvements de la Terre, ils font des choses très intéressantes. Il y a une diversité des tactiques intéressantes. Ils arrivent à mettre beaucoup plus de monde, en fait, que les ONG traditionnelles dans des scènes d'action qui sont des scènes d'action réelles et confrontatives et au fin fond de la pampa. C'est une écologie de l'anti-spectacle à mon sens. Parce que si on regarde par exemple sur la 69, je prends l'exemple des écureuils. Les écureuils, c'est ceux qui montent dans les arbres pour s'opposer à la destruction des forêts, là, des bois qui sont menacés par la 69. Bon, les gars, ils montent et ils restent en fait.
C'est-à-dire qu'ils subissent la répression antiterroriste des jours et des nuits, qui s'alimentent, ils sont là pour vraiment bloquer physiquement le truc. C'est-à-dire un activiste de Greenpeace serait monté avec sa banderole pendant 1 heure, il aurait fait sa photo et il serait redescendu et il serait dit Greenpeace s'oppose à la destruction des forêts par la 69. Donc ça c'est intéressant, il y a une stratégie de la composition aussi qui est intéressante avec le soulèvement de la Terre, c'est-à-dire autour d'un grand projet inutile qui déjà permet d'avoir un contenu empirique à la lutte, et donc de créer des sociabilités, des convergences entre différents groupes sociaux qui a priori pourraient apparaître antagonistes. Stratégie de la composition sur les territoires, on peut avoir tout d'un coup un groupe de naturalistes, un groupe de chasseurs qui vont s'allier pour la défense d'une forêt. Et donc ça permet de sortir un peu l'écologie aussi de sa pureté militante, de son caractère complètement hors sol par rapport à des populations qui peuvent lui être, qui sont aussi des populations et des catégories populaires qui peuvent leur être hostiles. Puis le soulèvement de la Terre, c'est un mouvement qui est clairement intersectionnel, contrairement aux ONG, et qui est clairement antifasciste. Là, la grande campagne des soulèvements de la Terre, par exemple, c'est contre Bolloré. Moi, je participe à une action le week-end prochain contre Bolloré à l'archipel des Glénans en Bretagne. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que l'écologie, aujourd'hui, elle doit être antifasciste, parce que le vecteur de division des classes populaires, des classes qui ont intérêt, quand même, à un moment donné, à changer de régime social et politique, le vecteur de division, c'est le racisme. Par excellence. Donc c'est le racisme en fait, qui neutralise le potentiel historique des classes populaires. Donc il y a besoin d'avoir une écologie qui soit fondamentalement antiraciste. Et voilà, ça c'est des niveaux de réflexion politique et théorique qui ont cours chez les soulèvements de la Terre, tandis qu'ils sont complètement étouffés dans les ONG environnementales. Hein. C'est trop subversif, quoi. Voilà. Bon, bah, moi, la boucle est bouclée parce que j'ai eu l'idée de cette rencontre lors d'une rencontre avec les soulèvements de la Terre il y a quelques mois, ici même. Ah oui. Et c'est là que je m'étais dit, Clément pourrait venir nous parler aussi de tout ça. Tu termines le livre par un dernier chapitre qui est magnifique, où il y a une espèce de montée en littérature, qui, moi, m'avait vraiment bouleversé. Merci. Et tu dis à la fin de ce chapitre que tu n'as pas écrit ce livre pour ajouter de la division, Ah bah voilà. mais au contraire pour apporter une modeste part de clarté, la tienne. J'espère que cette rencontre ce matin y aura contribué. En tout cas, merci beaucoup d'être venu à Chartres pour nous voir. Merci à la librairie. Et normalement, on boit un coup. Ah, merci. Merci à vous. Merci Tom. Merci Jean-Baptiste.